Au-dessus de nos têtes et loin des yeux se déroule donc une nouvelle course à l'espace, comme vient de nous le démontrer à l'instant. Ce documentaire réalisé par Véronique Préau, car quels sont désormais les nouveaux enjeux de la conquête spatiale? Nous allons poser la question après ce film à nos invités présents aujourd'hui sur ce plateau de Débat Doc. En commençant par vous, Xavier Pasco, bienvenue à vous. Nous vous avons vu à l'instant d'ailleurs dans ce film. Vous êtes le directeur de la Fondation pour la recherche stratégique et spécialiste des politiques spatiales. Votre dernier livre s'intitule Géopolitique de l'espace. La guerre du ciel est déclarée, disponible aux éditions Talendier. C'est un petit peu l'impression que ça donne après avoir vu ce film, cette guerre du ciel. On va y revenir bien sûr ensemble sur ce plateau. On va le faire avec vous, Géraldine Naja. Bienvenue à vous. Vous êtes ingénieure, directrice commercialisation, industrie et compétitivité à l'Agence spatiale européenne, où vous êtes chargé de faire rentrer le New Space, on va y revenir, dans l'ESA et de développer la coopération entre spatial privé et public, et ce, dans toute l'Europe. Et puis enfin, Irénée Regnault est avec nous. Bienvenue à vous. Salut. Vous êtes consultant, essayiste et chercheur spécialiste des technologies numériques et spatiales et co-auteur avec le député LFI Arnaud Saint-Martin, que nous avons vu également témoigner dans ce film de cet ouvrage, une histoire de la conquête spatiale, des fusées nazies aux astrocapitalistes, du New Space, encore lui, ce New Space publié chez La Fabrique Édition. On en reparle évidemment également avec vous durant cette émission. Le New Space, on va commencer par là, parce que peut-être qu'un certain nombre d'entre nous, un certain nombre de téléspectateurs qui ont regardé ce film, en étaient peut-être restés aux missions Apollo, la Station Spatiale Internationale, mais enfin, l'enjeu de la conquête spatiale, il n'est plus du tout à ce niveau aujourd'hui. Il est dans ce fameux New Space. Alors cet intitulé a été vraiment popularisé à la fin des années 2010. C'est la privatisation du spatial en réalité. Voilà ce que ça veut dire. Et dans cette privatisation du spatial, on a découvert qu'il y a un acteur majeur, un certain Elon Musk, qui pèse aujourd'hui 2/3 des satellites actifs qui sont au-dessus de nos têtes, notamment. C'est ça, la nouvelle guerre de l'espace que vous décrivez dans votre ouvrage. C'est la guerre des privés qui ont pris l'espace entre leurs mains. Alors c'est en tout cas, oui, un phénomène qui est apparu, vous l'avez dit, dans les années 2000, avec comme caractéristique principale, quand même, je dirais, d'abord que c'est un phénomène américain à la base, ça se passe quand même aux États-Unis, et ça se passe aux États-Unis parce que ce à quoi on assiste là-bas, c'est un rapprochement, ce à quoi on a assisté, on y assiste encore, un rapprochement entre les technologies spatiales et les technologies de l'information. Et ça, c'est vraiment, je dirais, le trait marquant de ces acteurs, alors qu'on va dire du New Space, parce que c'est quelque chose qui était assez inédit, d'avoir finalement une communauté extérieure à l'espace qui commence à s'intéresser aux questions spatiales. Et en fait, on a pris effectivement ce vocable pour le distinguer d'une histoire qu'on connaît tous, celle d'Apollo, celle des grands programmes gouvernementaux, de la NASA, des agences spatiales, de l'ESA, voilà, de la science. Et là, on a tout d'un coup une activité tout à fait nouvelle, économique, qui a l'air de se mettre en place. Alors après, moi, je suis plus prudent sur le thème de la privatisation de l'espace. J'ai plutôt l'impression d'une reconfiguration, on va dire, des rapports entre gouvernements et ce nouveau type d'acteurs. Avec un enjeu majeur, en tout cas, il est défini comme tel dans ce film, c'est la souveraineté numérique, notamment avec ces fameuses constellations satellitaires en basse orbite. C'est ce qu'on a compris dans ce film, en tout cas. Oui, oui, absolument. Mais là encore, ça marche en symbiose, j'allais dire, avec l'évolution de la société, du numérique dans la société. Peut-être Irénée là, sera plus qualifiée que moi pour le dire, mais on ne parle plus de satellite de télécommunication, on parle désormais de satellite de connectivité. Parce que ce qui s'est passé depuis 30 ans, c'est la montée considérable de l'Internet et des usages de l'Internet. Et là, ça a créé d'une certaine manière, dans l'esprit de certains, l'idée que l'espace allait aider à développer ces activités-là, et donc, in fine, à développer des affaires avec ça. En même temps, les gouvernements eux-mêmes se sont adaptés à ça et l'ont même suscité, l'ont stimulé. Donc on est dans une dynamique un peu nouvelle qui reste encore à stabiliser. Alors allez-y, peut-être compléter ce qu'il vient de dire. Il y a d'être dit sur cette fameuse question de la souveraineté numérique qui est définie comme un enjeu majeur dans ce film. C'est effectivement un enjeu majeur. Après, il faut garder en tête que la connectivité mondiale à Internet se fait d'abord par des réseaux au sol, par des réseaux filaires, par des antennes et par évidemment des câbles transocéaniques. Donc les nœuds de connectivité, les fameux câbles sous-marins. Exactement, voilà. Donc c'est d'abord là que ça se joue. Quand on voit aujourd'hui donc ce New Space qui arrive, qui
qui se construit aussi par rapport au old space, c'est-à-dire l'ancien spatial. Et je rejoins Xavier Pasco, effectivement, c'est une industrie qui est encore largement publique, dans le sens où les affaires de SpaceX, qui est quasiment en fait la seule entreprise vraiment massive du New Space aujourd'hui, elle est largement biberonnée au fonds public, à hauteur de 23-24 milliards de dollars depuis 2002, quelque chose comme ça. Donc je dirais qu'au-delà aujourd'hui de la souveraineté, c'est plutôt quelque chose qui est de l'ordre quasi de l'impérialisme en fait. On remet des constellations de satellites qui vont aller toucher de nouveaux endroits sur Terre où la connectivité n'est pas encore là, notamment des pays d'Afrique, notamment d'autres pays où potentiellement la connectivité au sol est plus faible. L'Ukraine, comme on l'a vu, donc là on a quand même une emprise sur un théâtre d'opérations militaires qui est impressionnante. Et sans le réseau Starlink, eh bien... c'est compliqué. C'était compliqué pour l'Ukraine sur le plan militaire. C'est très compliqué. Ouais, dont une forte dépendance. Une dépendance quasi complète, notamment pour des drones de guerre qui sont utiles pour l'effort de guerre. Je crois qu'il y a 90 pays qui ont des satellites au-dessus de nos têtes aujourd'hui, mais ce n'est pas pour autant que 90 pays sont en capacité de lancer eux-mêmes ces satellites. Et donc réalité, ils dépendent. Tout à fait. Les puissances spatiales, qui sont les pays qui opèrent des lanceurs qui sont capables de les lancer depuis leur base, se comptent en gros sur les doigts d'une main. Mais pour reboucler sur Starlink, moi on peut faire des parallèles avec la longue histoire du spatial, notamment le début des années 60, où on commence à lancer des satellites de télécommunications qui vont être ce qui va exister, être prépondérant économiquement dans l'espace. Et on a déjà, dans les années 60, un effort quelque part impérialiste de connectivité. Il se rejoue aujourd'hui avec de nouvelles infrastructures. Bon, mais on retiendra qu'il n'y a pas que des capitaux privés qui dynamisent cette fameuse conquête du New Space. Alors j'ai regardé les chiffres pour l'Europe. Avec un retard européen qui peut préoccuper très sincèrement aux yeux des chiffres que j'ai sous les yeux. En 2024, ça a été une année record. Dans le spatial, 253 lancements, 156 pour les États-Unis, 68 pour la Chine, 17 pour la Russie, 3 seulement pour les Européens. L'Europe reste à la traîne aussi sur les satellites militaires en 2024. Et aujourd'hui, nous avons uniquement 41 satellites pour l'Europe, contre 267 pour les Chinois, 263 pour les Américains, 101 pour les Russes. À la vue de ces chiffres, je me suis dit qu'on avait un retard considérable. Rassurez-nous. Rassurez-nous. Est-ce qu'on est encore dans cette course qui a été décrite dans ce film? Alors je vous rassure bien volontiers, on est totalement dans la course et on est même en tête de la course dans certains domaines. La science spatiale, la science de la Terre, la surveillance de l'environnement, la navigation. Le système européen Galileo est beaucoup plus précis que le GPS. Alors c'est vrai que sur les lanceurs, on s'est trouvé dans une configuration où on n'avait plus d'Ariane 5 et pas encore d'Ariane 6, qui est la nouvelle génération. Et aussi notre petit lanceur Vega avait des problèmes techniques. Ça, c'était jusqu'à l'année dernière. Là, cette année, 2025, on a déjà fait, on va faire 4 lancements d'Ariane 6. On a aussi 2 à 3 lancements de Vega, c'est-à-dire qu'on est en train de monter en cadence. On ne va pas arriver aux cadences de SpaceX, mais on va arriver aux cadences nécessaires pour lancer nos propres satellites et ne pas avoir recours à d'autres lanceurs. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, il y a juste 10 jours, à Brême, les ministres européens du spatial se sont réunis et ils ont décidé d'une souscription record aux programmes spatiaux européens. 23 milliards d'euros, un peu plus. Et c'était du jamais vu. Alors, on n'est pas dans les budgets de la NASA, c'est vrai, mais d'abord, nos budgets sont en forte augmentation. Ouais. Deuxièmement, le retard qu'on avait, ce n'était pas tant par rapport à la NASA, c'est surtout qu'effectivement, comme vous l'avez dit, en Europe, on a très peu de spatial militaire. Or, le contexte, il a changé. C'est vrai qu'il y a 20 ans, ou 15 ans, le New Space, Elon Musk, Jeff Bezos. Là, quel est le contexte actuel? C'est la guerre en Ukraine. Et la guerre en Ukraine fait que tous les pays européens, et en particulier les pays baltes, tous les pays proches de la frontière russe, se rendent compte qu'une guerre est possible. Et donc, on ne peut plus, à l'heure actuelle, avoir de guerre ou de problème militaire sans l'outil spatial. Donc, changement d'approche stratégique. Changement d'approche. Ouais. Disons qu'on met plus l'accent sur l'autonomie et la souveraineté que sur le commerce. Et pour bien comprendre, qui finance aujourd'hui ce fameux programme européen? L'espace, le spatial est un domaine européen depuis 2009. Ah, alors, c'est important de savoir. Mais aujourd'hui, si je peux me permettre, qui finance ce programme alors, l'ESA en a 50 européen. ans d'existence. Oui, 50 ans, oui. Oui.
Le programme européen, 60% du programme spatial européen est financé par l'ESA, les États membres de l'ESA, qui est une agence intergouvernementale, 23 États membres, presque les mêmes, mais pas tout à fait, que ceux de l'Union européenne. Nous, on a encore le Royaume-Uni, la Norvège, la Suisse, mais sinon, on est très proche et on travaille très étroitement avec l'Union européenne. Les 40% restants, c'est essentiellement du programme national, France, Allemagne, Italie, un peu Royaume-Uni, et du financement complémentaire de l'Union européenne. Sachant qu'une large partie du financement de l'Union européenne dans le spatial va à l'agence spatiale, qui va être l'agence technique de mise en œuvre du programme spatial européen. Et puis un dernier point peut-être, oui. N'oublions pas que dans le monde, le spatial reste un domaine de financement public. Sur l'ensemble du financement des activités spatiales, 90% secteur public, 10% secteur privé. C'était bien de le rappeler après avoir vu ce film, parce que c'est peut-être l'impression inverse que donnait ce film. Votre vision du développement européen comparé à nos principaux concurrents, les Américains, les Chinois, les Russes aussi, hein ? Oui, absolument. Mais précisément, comme il vient d'être dit, je pense on a du retard, beaucoup de retard. On peut combler ce retard. Alors, vous savez, le retard, on est sur les bonnes stratégies que vous fixez. Alors effectivement, on a du retard sur certains. On a eu cet accident, j'allais dire, un petit peu industriel dans le domaine des lanceurs avec un problème. Je veux dire, la filière spatiale européenne, elle n'est pas en cause. On sait faire des lanceurs qui sont performants, on saura faire du réutilisable, on sait faire des satellites et on saura faire des satellites un peu plus de manière industrielle si on a besoin de le faire. Mais je crois qu'aujourd'hui, effectivement, ce qu'on voit apparaître, et c'est le mot qu'on entend un peu partout, c'est le besoin de souveraineté surtout. C'est-à-dire qu'à mesure que se développent ces infrastructures dans l'espace, qui sont finalement assez faciles d'accès, il suffit d'acheter une antenne Starlink, très vite, elle s'installe, puis on a Internet. Les gouvernements se disent, oui, mais si je dépends de ça et que moi je baisse la garde sur mes moyens, je risque d'être otage d'une certaine manière du bon vouloir d'un milliardaire ou d'une société. Et donc, par exemple, moi je donnerais l'exemple d'Iris-Carré, par exemple. Donc ça, c'est le nouveau programme européen de télécommunication, pour le coup, et de connectivité, on va dire. Bon, ça, c'est un programme européen. Alors, c'est pas des dizaines de milliers de satellites en orbite, c'est plutôt des centaines. C'est quelque chose qui va se faire, alors sans doute pas assez vite, on a besoin d'accélérer le tempo, etc., parce qu'on voit bien qu'il faut être, en revanche, il faut être dans le rythme. Ça, c'est sûr. Mais surtout, on a besoin, une fois que c'est fait, de contrôler tout ça. Les technologies sont au top. On aura des choses très sécurisées en utilisant le quantique, etc. Donc là, on est au top. Par contre, il faut savoir pourquoi on le fait. Et là, je crois qu'aujourd'hui, ce qui met d'accord un peu les pays européens, y compris dans le domaine de l'Agence spatiale européenne, avec ses différences d'États membres, mais très très proches les uns des autres, c'est le besoin de souveraineté quand même. Et c'est le besoin de contrôler son avenir sur les points clés. Ouais. Un point central, c'est l'accès à l'espace, par exemple. Oui, on a fait que 3 lancements en 2024, mais en réalité, ce qu'on veut, c'est quand même garder ce lien-là. Parce que si on n'a plus de lanceurs, alors parler de souveraineté dans le spatial, c'est terminé. Alors, ce qu'on découvre aussi dans ce film, pour le non-initié, c'est que c'est le Far West. C'est le Far West. Le droit international remonte à la fin des années 60, 70. Il a très peu évolué. Et ce que nous dit ce film, c'est qu'il est grand temps que les choses évoluent, qu'on régularise un tant soit peu ce qui se passe en basse orbite, notamment parce qu'on risque des collisions, risque de déchets. Et vous le décrivez assez bien dans votre livre, ce phénomène, et cette nécessité de réglementer les choses. Comment fait-on ? Alors, déjà, ce n'est pas fondamentalement le Far West. On a une série de traités qui sont signés pendant la guerre froide. Et d'ailleurs, c'est intéressant de savoir qu'ils sont signés dans les moments les plus tendus de la guerre froide. Donc, quelque part, c'est aussi peut-être encourageant dans la période qu'on vit en ce moment. Traité de référence 67. 67, le traité de l'espace, qui promulgue, il y a plusieurs articles qui sont souvent cités sur la question de l'accaparement de ressources dans l'espace ou la question de l'arsenalisation, de l'armement dans l'espace. Pas de nucléaire en espace, par exemple, c'est ce que dans l'espace traité. Mais là, aujourd'hui... en fait, ces principes sont censés toujours valoir. Alors, ça se discute. Il y a des rumeurs, comme quoi, par exemple, la Russie mettrait des bombes atomiques dans l'espace. Ça, Sébastien Lecornu, ministre, a pu le dire publiquement. Mais surtout, il y a quelque chose qui n'est pas envisagé. Il faut se remettre dans une perspective historique où on ne se serait pas imaginé, fondamentalement, mettre des milliers ou des dizaines de milliers de satellites en orbite, puisque l'intérêt, finalement, d'aller dans l'espace, c'est le point haut, si vous voulez, c'est que vous êtes très loin. Par exemple, l'orbite géostationnaire, donc 36 000 km, ça tourne au même endroit autour de la Terre, et vous pouvez, avec quelques satellites, 4 ou 5 ou 6, une vingtaine si vous voulez vraiment bien le faire, vous avez un GPS, ça sert à toute l'humanité.
Et donc ça, quelque part, c'est très frugal. À l'inverse, l'utilisation qui est faite actuellement des satellites en basse orbite, on l'a bien vu dans le documentaire, c'est l'inverse. Il faut en mettre plein, donc on perd l'intérêt de l'espace, et puis on en arrive à des limites qu'avec Arnaud Saint-Martin, on appelle astrocapitaliste, puisque c'est aussi un système qui est celui-là et qu'on essaye de caractériser, qui sont des limites économiques, on ne sait pas encore si ça rapporte, qui sont des limites environnementales, puisque ces satellites, il faut bien comprendre que 10 à 12% ne marchent pas. D'accord ? Donc sur 8000 aujourd'hui, on est quelques temps après la réalisation du documentaire. Donc vous imaginez le nombre de satellites qui aujourd'hui sont en orbite, ne fonctionnent pas, retombent dans l'atmosphère, brûlent dans l'atmosphère, génèrent des effets d'albédo compliqués, etc. et modifient potentiellement la chimie des différentes couches de l'atmosphère. La réglementation relève des nations, des États aujourd'hui. Absolument. Donc elle doit réglementer les acteurs privés dont il est question dans ce film et dans cette conquête spatiale. Au niveau européen, en juin dernier, l'Union européenne s'est mise d'accord sur ce qu'elle appelle le Space Act, qui est une harmonisation, disons, des réglementations nationales qui existent déjà. La France a sa loi des opérations spatiales, par exemple, et plusieurs pays européens veulent se doter d'outils similaires. Mais l'idée, c'est aussi qu'il y ait au niveau européen une harmonisation de réglementation. Alors, on peut faire le parallèle, il y a bien sûr le contrôle aérien, comme il est dit dans le documentaire, mais il y a aussi tout simplement le code de la route. Pourquoi est-ce qu'on a mis en place un code de la route et des feux rouges ? N'en déplaise à certains, c'est qu'il y avait beaucoup d'accidents et qu'on s'est rendu compte qu'il fallait un petit peu réguler. C'est ce qui risque de se passer en basse orbite, à l'allure où ça va, non ? Je pense que déjà Elon Musk, particulièrement, a eu effectivement, s'est rendu compte qu'il était peut-être la première victime du nombre de satellites en orbite, donc il a fait brûler ceux qui ne fonctionnaient pas pour éviter des collisions incontrôlées. Bon. Donc moi, je crois que ça, d'abord, il y a l'intérêt de chacun d'avoir une forme de réglementation commune. Et puis malheureusement, ce que ne prévoyait pas non plus le traité de l'espace, c'est des acteurs privés. Ça, c'est vrai. Et donc, dans les traités sur l'espace, on ne parle que des États. Et oui. Vous dites quelque part dans ce film, tout ça peut-être fait moins rêver qu'avant. C'est peut-être pas le terme que vous utilisez totalement exact, mais c'est ce que vous laissez entendre. On est dans du business, on est avec des enjeux économiques considérables, on parle même d'une bulle peut-être à venir. On verra ce qu'il en est exactement, parce que évidemment, le retour sur investissement ne semble absolument pas garanti dans la course à l'espace dont on vient de parler ensemble. Mais faites-nous rêver un peu, Xavier Pasco. L'agenda martien d'Elon Musk. Par exemple, l'agenda martien de la NASA aujourd'hui. Oui. Quelle est cette réalité ? Elle a encore une réalité ? Alors, il y a j'allais dire, tous les 10 ans, on dit qu'on sera sur Mars dans 30 ans. Et ça, c'est depuis les années 60. Il faut se rappeler que la NASA, en 69, avait un programme pour faire poser le premier homme. À l'époque, c'était l'homme, on parle aujourd'hui de la femme sur Mars, mais pour 1986. Sur la NASA, on aurait déjà dû être en 1986. Alors, il y a cet agenda martien, effectivement. Alors, ce qui se passe quand même, c'est que alors, on n'ira pas. Pour l'instant, c'est très compliqué parce que, disons, l'être humain n'est pas tout à fait prêt pour tout un tas de raisons à aller sur Mars aujourd'hui. Et vivre sur Mars, ce serait sans doute vivre sur le pire endroit que le pire endroit sur Terre. C'est vraiment extrêmement contraignant, etc. Bon. Mais indépendamment de cela, on se projette, on rêve, effectivement, on va dire, allez, voilà, on sort de la Terre. C'est un peu ce que dit Elon Musk, etc. En même temps, il y a différentes manières de voir les choses. La NASA, depuis longtemps, a cette idée-là on va dire, de conquérir. Il y a toujours les trois étapes, vous savez. D'abord, on explore. Alors ça, c'est les années, j'allais dire, 50-60. Et puis après, on conquiert, c'est la conquête. Et là, c'est vraiment, on se projette, on va aller découvrir et s'installer. Et après, on colonise. C'est un peu les 3 étapes classiques de l'expansion humaine, on va dire. Et on retrouve ça un petit peu pour le spatial. Et donc, Musk, aujourd'hui, parle de coloniser Mars. Lui a annoncé en 2016. Alors, tout ça, c'est du narratif, comme on dirait aujourd'hui, c'est du récit. Mais voilà, je vais envoyer 10 000 fusées de 100 personnes pendant 100 ans. Ça va installer millions de personnes là-bas, etc. Ça, c'est vraiment c'est une histoire qui va avec son besoin de mettre la main et d'industrialiser. Parce que ce qui se passe, y compris dans cette vision-là,
c'est que l'industrialisation de l'espace, et je vais quand même reparler de cette orbite basse, c'est de la banalisation de l'espace. On désacralise un peu tout ça. Les agences spatiales, elles ont la science. Et la science, ça reste de l'exploration, et ça reste la découverte au sens le plus plein du terme. Alors, restons sur l'exploration. Il y a un agenda martien, vous vouliez réagir, d'Elon Musk, de la NASA. Il y a aussi un agenda lunaire. Du côté chinois et aussi du côté américain. Où est-ce qu'on en est sur ces agendas respectifs? Mais on est tout à fait dans ces agendas. Ouais. Sur la Lune, on est des partenaires du projet américain, mais en coopération internationale, le Gateway. Et d'ailleurs, la semaine dernière, enfin il y a 10 jours, ont été annoncés les 3 premiers astronautes qui iront sur la Lune. Qu'est-ce qu'on va y refaire sur la Lune, alors finalement, après le fameux sur la Lune, programme il y a plein Apollo? de choses à faire. Il y a la science. Ouais. Il y a eu une seule mission Apollo où on a envoyé un scientifique. Et c'est lui qui a su récupérer les roches lunaires. Il était géologiste pour les étudier parce que lui voyait lesquelles étaient intéressantes. Et c'est grâce à lui qu'on a pu énormément avancer sur la science. Donc Et il y a au encore passage, des choses à mais il y a plein de apprendre choses. concernant Et la les Lune. missions, vous voulez rêver, mais Oui. moi je vous offre d'aller dans les lunes glacées de Saturne, qui sont des lunes avec une croûte de glace, mais avec de l'eau liquide sous la croûte de glace, où il y a peut-être de la vie, ou en tout cas une forme primordiale de vie. Donc tout ce qui est la science spatiale, ça fait énormément rêver. Il n'y a pas forcément besoin de l'être humain pour faire rêver, parce que moi, l'industrialisation, ça ne me fait pas trop rêver, en fait. Mais c'est ça la question, effectivement. C'est que quand on parle du programme lunaire, on parle principalement du programme Artemis, qui est un programme américain, dans lequel l'Europe a des formes de participation. On troque finalement des objets techniques contre des astronautes potentiellement autour de la Lune, potentiellement sur la Lune, dans un schéma qui est aussi conforme à l'idée de s'accaparer l'espace. Il y a des accords aussi Artemis qui, philosophiquement, sont assez conformes aussi à ce que font les États-Unis en orbite basse. On ne peut pas décorréler les deux. C'est un peu cet effort d'exploration, de colonisation commerciale, etc. Ensuite, on a l'exploration, comme ce qui vient d'être dit, potentiellement robotique, scientifique. Moi, je ferais quand même une grande différence. L'apport scientifique de la Lune existe, effectivement. Comparativement à son coût, si on envoie des bonhommes sur place, c'est très, très relatif. Et là-dessus, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un invariant dans l'histoire du spatial, depuis les années 60, c'est qu'il n'y a pas de rêve, fondamentalement, populaire, il n'y a pas d'unanimisme à la conquête humaine de l'espace. Ça n'existe pas. Par exemple, dans les sondages, dès les années 60, qui sont faits année après année, qui sont encore faits On aujourd'hui. découvre ça dans votre livre, effectivement. Mais bien sûr, en fait, mais parce que dès lors qu'on se dit qu'on va mettre 3, 4, 5% du PIB dans cette entreprise, et surtout au détriment de la science, parce que historiquement, quand on met beaucoup d'argent dans le vol habité, et on l'a vu toute cette année 2025 avec Donald Trump et cette alliance avec Elon Musk, regain du projet martien, regain du projet lunaire, les deux entrent en concurrence en réalité, parce que ce sont potentiellement les mêmes ressources. Musk a intérêt à dire qu'il faut aller plus loin, parce que sa fusée marche pas trop, quand même. Et qu'est-ce qui se passe à côté de ça? Trump vire clairement la scientifique en chef de la NASA. Donc on a des vases communicants entre des projets qui ne sont pas les mêmes, quand même. La deuxième partie du siècle s'annonce comme un bras de fer sur bien des domaines entre la Chine et les États-Unis. En tout cas, les deux grandes puissances s'annonce être celle-là. Sur le plan spatial, il y a un enjeu géopolitique très fort entre ces deux grandes puissances aujourd'hui et dans les années à venir. Oui, je dirais d'ailleurs que, en cela, ce qui va se passer ou ce qui se passe déjà entre les États-Unis et la Chine en tant que, pour se placer respectivement l'un par rapport à l'autre, ça ne change pas beaucoup de ce qui s'est passé dans les années 60. Même si c'est un peu différent. Dans les années 60, on avait vraiment des affrontements de modèles. Et l'espace était une vitrine, en fait, pour aller bien au-delà de la simple confrontation spatiale. On faisait se confronter des modèles, l'homme nouveau, côté soviétique, et le capitalisme, côté américain. Aujourd'hui, on n'est pas trop dans cet affrontement de modèles, mais on est en revanche dans un marqueur de puissance. C'est-à-dire que la Chine considère que l'espace, ça fait partie du portefeuille d'atouts qu'elle doit avoir en tant que grande puissance. Et c'est impressionnant quand on voit les progrès qui ont été les progrès chinois depuis 30 ans. Ils sont très méthodiques, ils font ça à vitesse accélérée. Ils ne reproduisent pas seulement ce qu'ont fait d'autres. Quelquefois, ils font des choses originales. Face cachée de la Lune, on fait atterrir quelque chose sur Mars, on fait un 3 en 1, c'est-à-dire qu'on fait un orbiteur, on fait un atterrisseur, puis un rover. Jamais personne n'avait fait ça. Donc on sent qu'il y a en ce moment, effectivement, puis ça correspond à l'essor économique, technologique de la Chine. Donc il y a vraiment cet affrontement-là. C'est sans doute structurant. Je ne suis pas sûr qu'on aille vers une véritable guerre en réalité. Mais on voit bien que l'espace, à mesure qu'on le banalise,
l'utilise aussi et qu'on l'industrialise, on se l'approprie au sens où on l'habite plus, et en l'habitant plus, on reproduit ce qu'on fait sur Terre finalement dans l'espace. Et là, c'est là où j'ai cette idée que l'espace n'est plus aussi sacré, cet endroit très inaccessible, voilà, qu'on regardait de loin. Au passage d'ailleurs, je remarque que pendant les années 60, le fait que seulement les États-Unis et l'Union soviétique pouvaient accéder à l'espace faisait d'eux des sortes de messagers, hein, presque des dieux, de pouvoir accéder. Et d'un point de vue géopolitique, c'était majeur, puisqu'en fait ces deux pays-là étaient ces deux grandes puissances qui seules pouvaient accéder à cet endroit-là. Les Européens, ils auront droit à des strapontins aux côtés des Américains pour ces explorations futures qu'on vient d'évoquer ensemble, ou il y aura peut-être un programme spécifiquement européen avec des objectifs exploratoires spécifiquement européens. Comment vous voyez les choses? On a déjà un programme exploratoire Lune et Mars, mais robotique. Donc on va avoir une mission, le rover Rosalind Franklin, qui va aller forer la surface de Mars, là encore pour trouver peut-être des traces de vie. On a un programme d'exploration lunaire. Et surtout, on est dans une dynamique, on l'a dit, d'autonomie. Donc oui, on va continuer la coopération, c'est quand même un domaine de coopération, mais avec nos propres moyens aussi en parallèle. Bien, ce sera le mot de la fin. Un grand merci vraiment à tous les trois d'être venus nous faire un peu rêver et nous expliquer, nous décrypter ce que sont aujourd'hui les nouveaux enjeux de cette conquête spatiale. Après ce documentaire, Les Conquistadors de l'espace. Merci à Félicité Gavalda, Thibaut Bresset-Ekel qui m'ont aidé comme à l'accoutumée à préparer cette émission. Vous pourrez réagir sur #Débadoc, c'est notre adresse. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission Débadoc. Ça sera bien sûr avec son documentaire et son débat. À très bientôt.